Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et consacré aux avantages en nature et aux frais professionnels. Nous allons commencer par nous présenter. Je suis Diane Faletta, inspectrice du recouvrement de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. Pierre Camus, inspecteur du recouvrement à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais également. Donc, comme ça ne se voit pas à l'écran, nous sommes en fait 3 présentateurs et en raison des mesures de distanciation sociale, sanitaire, nous allons changer de présentateur en cours de route. Pierre et moi allons commencer par présenter les avantages en nature, puis Mégane Cagnier, notre troisième présentatrice, me rejoindra pour la partie sur les frais professionnels, et ensuite je vous laisserai en compagnie de Pierre et Mégane, qui répondra à certaines de vos questions en fin de présentation. Le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de renforcer notre relation de confiance au travers donc de l'information et de la prévention. Nous sommes inspecteurs du recouvrement donc, de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et ce que nous souhaitons faire donc aujourd'hui, c'est évoquer certains avantages en nature et frais professionnels qu'on rencontre souvent ou certains qui sont particulièrement d'actualité ou que vous pourriez avoir envie de mettre en place en cette période où il y a beaucoup de télétravail. Nous souhaiterions également vous sensibiliser aux conditions d'exonération et aux documents justificatifs qu'il est nécessaire de garder pour ne pas avoir à payer de cotisations superflues en cas de contrôle. Concernant les modalités pratiques, eh bien, inutile de prendre des notes, puisque vous recevrez le support ainsi que l'ensemble des questions-réponses en fin de webinaire. Également, sachez que nos collègues sont Emmanuel Kusberg et Christian Co, répondent à vos questions en direct. Donc, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous le souhaitez concernant les sujets abordés. Évidemment, nous ne pouvons pas traiter l'ensemble du sujet avantages en nature et frais professionnels dans le temps qui nous est imparti. Et nous vous proposons d'aller chercher des informations complémentaires donc sur le site ursaf.fr. Également, vous pouvez aller sur le nouveau site leboss.gouv.fr qui est à jour de l'ensemble de la doctrine de la branche sur les principaux thèmes de législation sociale. Enfin, vous pouvez également aller consulter le guide de sécurisation juridique du Nord-Pas-de-Calais. Donc, j'attire votre attention sur ce guide, puisque c'est un nouvel outil qui vous est destiné et qui a été créé par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, également pour valoriser notre relation de confiance par l'information et par la prévention. Vous pouvez le trouver donc sur le guide, Vous pouvez donc le trouver sur le site ursaf.fr en allant chercher dans les publications du Nord-Pas-de-Calais. Donc, pour en revenir à notre webinaire, nous sommes 5 inspecteurs, ce n'est pas notre activité habituelle. Nous allons faire de notre mieux, mais nous vous demandons d'ores et déjà une certaine indulgence. Et si vous êtes prêts, eh bien, nous allons commencer avec les avantages en nature. Et je laisse la parole à Pierre. Alors, les avantages en nature, l'avantage en nature, c'est la fourniture ou la mise à disposition d'un bien, d'un service ou d'une prestation qui permet ainsi aux salariés de faire l'économie des dépenses. Ça constitue un élément de rémunération et à ce titre, ils sont soumis aux prélèvements sociaux. Les avantages en nature principaux concernent la mise à disposition d'un logement, de fourniture de repas, de véhicules, de nouvelles technologies d'information de la communication, de voyages et de produits de l'entreprise. On va donc commencer cet exposé par les avantages en nature, logement. Donc, comme il a été dit, il s'agit de la mise à disposition gratuite d'un logement aux salariés par l'employeur. Ça constitue donc un avantage. Cet avantage doit être soumis à cotisation. Alors, il faut bien le dissocier de la prise en charge du loyer, qui là est un avantage en espèces et qui ne se traduit pas en paie de la même façon. Donc, si on revient à l'avantage en nature, logement, il y a 2 possibilités de l'évaluer. Vous pouvez l'évaluer de façon forfaitaire ou au réel. Et à chaque fois, bien évidemment, c'est soumis à cotisation. L'employeur peut modifier son choix d'évaluation en cours d'année s'il régularise depuis le début de l'année écoulée, pour qu'en fin d'année, on ait un mode d'évaluation constant. Donc, 2 modes d'évaluation d'avantages en nature logement. Le forfaitaire, je vous renvoie à la grille qui vous est projetée. Cette grille tient compte des rémunérations mensuelles du salarié, puisque ça tient compte de plusieurs facteurs, la rémunération mensuelle du salarié et le nombre de pièces principales que comporte le logement mis à disposition. Les pièces principales étant le séjour et les chambres.
Donc, autant de pièces principales, on multiplie par la valeur retenue par le tableau et on regarde, on met en adéquation avec la rémunération du salarié et on a ainsi le montant mensuel de l'avantage en nature forfaitaire à retenir. Après avoir lu le forfait, passons au réel. Le réel, donc, on se base sur la valeur locative qui sert à l'établissement de la taxe d'habitation du logement. On n'oublie pas les frais annexes qui sont les fluides, les assurances et on précise qu'elles se calculent également mensuellement. Petite précision, pour les mandataires sociaux, seul le mode réel est à retenir. Je vais à présent vous parler des avantages en nature nourriture. Donc il y a un avantage en nature nourriture doit être évalué lorsque vous fournissez gratuitement un repas à votre salarié. Cela peut être le cas notamment si vous disposez, donc si vous financez une cantine ou un restaurant d'entreprise ou que vous êtes un restaurant qui fournit un repas à son salarié. L'avantage en nature nourriture peut être évalué donc au réel sur justificatif ou au forfait. Dans le cas du forfait, l'indemnité forfaitaire est de 4,95 € par repas, et ça c'est dans le cas général. Certaines conventions collectives prévoient des montants plus avantageux concernant l'avantage en nature nourriture. C'est le cas notamment de la convention des hôtels, cafés, restaurants, bars, pour lequel l'avantage en nature est de 3,65 €. L'avantage en nature forfaitaire ou réel d'ailleurs est le même que le repas soit fourni à un salarié ou à un mandataire social. Le montant et l'évaluation peuvent par contre changer en fonction de l'éventuelle participation du salarié au coût de son repas. Donc 3 situations peuvent se présenter. La première, si votre salarié ne prend pas du tout en charge le coût de son repas. À ce moment-là, l'avantage en nature sera de 4,95 € par repas. Maintenant, si votre salarié participe au coût de son repas, mais que le montant de sa participation est inférieur à la moitié de l'avantage en nature nourriture, eh bien à ce moment-là, le montant à déclarer sera la différence entre les 4,95 € et la participation de votre salarié. Par exemple, si la participation est de 1,50 €, le montant à déclarer sera de 4,95 moins 1,50, c'est-à-dire 3,45 €. Dernier cas de figure, si votre salarié participe, mais que sa participation est supérieure à la moitié de l'avantage en nature nourriture, eh bien à ce moment-là, on considère que l'avantage en nature est négligeable et vous n'avez pas à l'évaluer ni à le déclarer. Alors, autre avantage en nature, peut-être le plus rencontré en entreprise, nous, dans ce que l'on voit dans notre pratique de contrôle, c'est l'avantage en nature véhicule. L'avantage en nature véhicule, c'est la mise à disposition permanente à des fins professionnelles et personnelles du véhicule. Le salarié n'est donc pas tenu de le restituer les fins de semaine et en période de congé. L'usage privé est donc constitue un avantage qui convient de soumettre à cotisation. Et pareil, cette évaluation, elle se fait de façon réelle ou de façon forfaitaire. Avant d'aller voir le détail du réel et du forfaitaire, on vous précise que si le salarié doit restituer le véhicule en fin de semaine ou pendant les congés, eh bien, il n'y a pas d'avantage en nature à retenir. Et pour ce faire, il faut que cette obligation soit consignée dans un écrit, note de service ou dans le contrat de travail du salarié. Autre précision, si vous mettez à disposition de vos salariés un vélo, tous les frais, que ce soit achat, installation, entretien, eh bien, ne sont pas retenus comme avantage en nature. Donc, les avantages en nature véhicule portent sur l'usage privé effectué par le salarié. Et pour le déterminer, cet usage, je passe la parole à Diane, pardon. Alors nous souhaitions justement donc, insister sur l'évaluation de cet usage privé. Donc comme Pierre vous le disait, l'avantage en nature, il doit correspondre à l'usage privé fait par le salarié du véhicule que vous lui avez mis à disposition. Pour déterminer cet usage privé, on ne peut pas demander au salarié de justifier ses kilomètres personnels puisque cela relève de la vie privée. Donc la seule façon par laquelle on peut justifier l'usage privé du salarié, c'est en prenant la totalité des kilomètres effectués par le véhicule et en enlevant les kilomètres professionnels justifiés. Donc en pratique, si par exemple le véhicule a fait 10 000 km en 2021 et que vous pouvez justifier à titre professionnel par fiche de frais 7 000 kilomètres, eh bien l'usage privé, ce sera la différence, donc 3 000 km. On pourra donc dire que l'utilisation privée du véhicule correspond à 3/10. Donc il est très important de garder l'ensemble des fiches de frais et des tableaux de bord qui vous permettent de justifier l'utilisation professionnelle du véhicule.
Deuxième point sur lequel nous souhaitions insister, c'est le carburant. Il est également très important de décider dès la mise à disposition du véhicule qui prendra en charge le carburant pour les déplacements privés du salarié. Donc si vous ne souhaitez pas prendre en charge le carburant pour les déplacements privés de votre salarié, eh bien, il est important de le notifier par écrit. Donc par écrit, vous devez donc lui interdire d'utiliser le carburant de l'entreprise pour ses déplacements privés. En sachant que vous pouvez également garder tous les justificatifs qui permettent de justifier que le salarié règle les factures de carburant. Et enfin, vous pourrez toujours justifier que vous ne prenez pas en charge le carburant privé si la totalité des litres d'essence que vous avez achetés dans l'année correspond au kilométrage professionnel justifié multiplié par la consommation moyenne du véhicule. L'avantage en nature véhicule, il s'évalue suivant que l'employeur est propriétaire ou suivant que l'employeur loue la voiture. Passons à l'hypothèse de la voiture dont l'employeur est propriétaire, et vous avez ici à la vue un tableau qui vous détaille les différents modes de calcul à retenir. Focalisons-nous sur le cas d'un véhicule acheté qui a moins de 5 ans. Eh bien, si l'employeur prend en charge le carburant à titre privé pour l'usage privé du véhicule, on vous incite à retenir, il convient de retenir la valeur de 12% du coût d'achat TTC du véhicule qui constituera l'évaluation annuelle de l'usage privé de cette voiture. Et puis le tableau vous renvoie aux autres cas de figure, suivant que la voiture a plus de 5 ans ou suivant que le carburant n'est pas pris en charge par l'employeur pour l'usage privé. Maintenant, si vous êtes locataire du véhicule, eh bien, de la même manière, nous avons mis dans le support un tableau qui détaille le calcul de l'avantage en nature véhicule, selon effectivement que vous preniez en charge ou non le carburant, selon que l'évaluation soit forfaitaire ou réelle. Par contre, ce qu'il est important de savoir, c'est que l'avantage en nature que vous allez évaluer en tant que locataire n'a pas à être supérieur à celui que vous auriez évalué si vous aviez été propriétaire. Il vous appartient donc de faire les deux évaluations et de retenir celle qui vous est la plus favorable. En sachant que, bien sûr, si vous voulez faire l'évaluation comme si vous étiez propriétaire du véhicule, il faudra demander à votre bailleur la facture d'achat TTC du véhicule et éventuellement la remise dont il a bénéficié, puisque nous pourrons l'accepter dans la limite de 30%. L'avantage en nature véhicule pour les voitures électriques, c'est très dans l'air du temps forcément. Donc ce sont les mêmes règles à appliquer que les voitures soient hybrides ou thermiques. Il y a néanmoins deux exceptions à la règle, c'est qu'on ne tient pas compte des frais d'électricité pour recharger la voiture et qu'à l'abattement, quand il a été calculé suivant la règle qui vient de vous être exposée, eh bien, il y a un abattement de 50%. Cet abattement est lui-même plafonné à 1 800 € sur l'avantage en nature dans sa globalité. Donc, en cas de forfait ou de location du véhicule, l'avantage est évalué sur la base de 30% du coût global annuel en tenant compte de la location, de l'entretien et de l'assurance du véhicule. Un exemple qui vous est présenté dans ce tableau synthétique, si on se réfère à la colonne de droite, en cas de véhicule loué, si par exemple la voiture vaut 12 000 € par an de location, le forfait appliqué sera donc des 30% des 12 000 €, soit 3 600 €. De ces 3 600, j'applique un abattement de 50% de 1 800 €, et ça tombe bien parce que ces 1 800 € correspondent au montant maximum de l'abattement que l'on peut retenir. Donc la valeur de l'avantage en nature véhicule électrique dans ce cas de figure est de 1 800 €. Simplement, je n'oublie pas ce que vous a précisé Diane par ailleurs, c'est que ce 1 800 €, je le compare par rapport à ce qu'aurait coûté l'avantage en nature si j'avais été propriétaire de la voiture. Et on voit que dans la colonne du milieu, ce 1 800 €, je dois le limiter à 900 €. Donc au bout du compte, l'avantage en nature pour cette voiture électrique louée sera de 900 € par an, étant précisé que cette mesure est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Je vais à présent vous parler de l'avantage en nature voyage. Donc l'avantage en nature voyage, c'est la prise en charge d'un voyage d'agrément au bénéfice de votre salarié ou de sa famille. Doivent donner lieu à l'évaluation d'un avantage en nature voyage, donc tous les voyages que vous prendriez en charge pour la famille de votre salarié, et également les voyages que vous offriez à votre salarié lui-même, si le caractère professionnel du voyage n'est pas démontré. Donc si vous offrez un voyage à votre salarié, que ce soit un cadeau, une récompense ou encore le prix d'un challenge par exemple, eh bien il convient d'évaluer un avantage en nature voyage. Et cet avantage s'évalue uniquement au réel,
en fonction de la totalité des dépenses supportées par l'entreprise pour l'achat du voyage. En revanche, si vous financez un voyage pour votre salarié et que vous estimez qu'il ne s'agit pas d'un voyage d'agrément, mais d'un voyage professionnel, à ce moment-là, il vous appartiendra de pouvoir justifier le caractère majoritairement professionnel du voyage. Donc cette justification, vous pourrez l'apporter en gardant d'une part toutes les factures détaillées concernant ce voyage, mais également tous les documents qui ont été édités à l'époque du voyage, tels que le programme détaillé, l'invitation ou la convocation des salariés, le compte-rendu s'il y en a un, les supports qui ont été développés, tous les éléments qui permettent de justifier que le voyage avait bien un caractère professionnel. Nous vous avons mis en exemple dans le support donc, un tableau dans lequel on voit que grâce au programme détaillé du voyage, on peut apprécier que le salarié a passé plus de temps au travail que pour des activités ludiques. Et dans ce cas-là, donc, le caractère professionnel est reconnu et le voyage ne doit pas donner lieu à l'évaluation d'un avantage en nature. Alors, autre avantage en nature, celui des produits d'entreprise. Donc, la fourniture à des salariés de produits ou de services réalisés et ou vendus par l'entreprise à des conditions préférentielles peut éventuellement constituer un avantage en nature. Il n'y aura donc aucun avantage en nature si la réduction tarifaire accordée aux salariés est inférieure à 30% du prix public TTC. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si ma remise est supérieure à ce 30% du prix public TTC, il y a un avantage en nature à évaluer au premier euro. Étant précisé que la notion d'entreprise doit s'entendre d'une entité juridique distincte et qu'à ce titre, les avantages tarifaires octroyés au niveau du groupe ne sont pas admis. Donc on vous incite à conserver les justificatifs des achats réalisés par chacun des salariés de la structure. Je vais à présent vous parler des avantages en nature liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc il y a un avantage en nature de ce type lorsque vous mettez à disposition de votre salarié à titre permanent un bien ou un service relevant des nouvelles technologies de l'information et de la communication et que vous autorisez une utilisation privée. Cependant, il convient de noter que l'utilisation raisonnable dans le cadre de la vie quotidienne n'a pas donné lieu à l'évaluation d'un avantage en nature. Donc en pratique, si lors de la mise à disposition, vous interdisez à votre salarié l'utilisation privée en dehors de l'utilisation raisonnable pour la vie quotidienne, eh bien vous n'aurez pas à calculer d'avantage en nature. En revanche, si vous autorisez une utilisation privée, il faudra calculer un avantage en nature. L'avantage en nature peut être calculé au forfait ou au réel. Donc, si c'est au forfait, il correspond à 10% du prix public TTC du bien ou du service. Mettons que ce soit un téléphone, par exemple, qui vaille 100 €, eh bien, l'avantage en nature sera de 10%, donc de 10 €. Maintenant, si vous êtes une entreprise qui produit ou commercialise le bien que vous mettez à disposition de votre salarié et que vous autorisez donc une remise lorsque vous le vendez à vos salariés, eh bien, nous pouvons tenir compte de cette remise pour le calcul de l'avantage en nature. Par exemple, si vous autorisez une remise de 30%, le téléphone donc à 100 € moins la remise de 30% est à 70 €. Si l'on applique l'avantage de 10%, eh bien, l'avantage en nature pour ce téléphone sera de 7 €. Donc voilà pour le forfait. Concernant l'évaluation réelle, donc il faudra présenter les justificatifs d'une part du prix public TTC du bien ou du service et d'autre part il faudra pouvoir justifier l'utilisation professionnelle et l'utilisation privée du bien ou du service. Par exemple, si l'utilisation privée est de 2/10, eh bien pour notre téléphone donc, de 100 €, eh bien, le montant de l'avantage sera 2/10 de 100 €, c'est-à-dire 20 €. De même que précédemment, si vous êtes une entreprise qui commercialise ou qui produit le bien que vous mettez à disposition de votre salarié, eh bien, vous pourrez en tenir compte pour le calcul de l'avantage en nature. Donc, si par exemple vous accordez une remise de 30%,
Le téléphone à 100 € après remise donc, serait de 70 €, auquel on applique l'usage privé de 2 dixièmes, par exemple, ce qui correspondra à un avantage de 14 €. Autre avantage, les titres restaurants. Donc les titres restaurants, il y a une exonération des cotisations du financement de l'employeur qui est limitée à 5,55 € par titre et à condition que la participation financière de l'employeur soit comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre en lui-même. Un rappel évident, mais l'attribution d'un titre de restaurant ne peut se faire que par journée de travail et que si la pause déjeuner est comprise dans la journée de travail du collaborateur. Il y a un focus sur l'actualité liée aux mesures de crise sanitaire, puisque le montant maximum des titres restaurants a été relevé de 19 à 38 € par jour, à condition qu'ils soient utilisés dans les restaurants, hôtels, cafés, bars, avec notamment le click and collect. Les titres sont utilisables maintenant les dimanches et les jours fériés. Et enfin, les titres restaurants de 2020 qui arrivaient à échéance fin février 2021 conservent leur date de validité jusqu'au 31 août 2021. Et enfin, dernière précision, si vous êtes dans l'impossibilité physique de distribuer les titres restaurants papier, eh bien vous pouvez remplacer la participation financière de l'employeur à ces titres restaurants par une indemnité qui doit être identique en termes de financement et qui doit être attribuée de la même façon à chacun des salariés bénéficiaires des titres restaurants, mais c'est juste temporaire et c'est seulement pour pallier à l'impossibilité physique de distribuer les titres papier. Maintenant, je vais passer la parole à... On va intervenir Mégane. Merci. Donc, bonjour à tous, nous allons donc passer au deuxième thème de ce webinaire, que sont les frais professionnels. Alors, que sont les frais professionnels? Ce sont des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Ils ont des caractéristiques qui sont exclues de la base de calcul des cotisations et de la base CSG-CRDS. L'employeur rembourse ses frais sous plusieurs formes. Donc sur la base des dépenses réelles, à condition d'avoir un justificatif, sous forme d'allocation forfaitaire ou encore sous la forme d'une application de la déduction forfaitaire spécifique sur le salaire soumis à cotisation selon certaines professions. Les faits professionnels, ce sont une grande famille de thèmes. Ici, nous allons développer uniquement des thèmes sur lesquels on rencontre des difficultés assez récurrentes. Sachez que vous retrouverez ces autres thèmes dans le guide de sécurisation juridique dont on vous donnera le lien et vous pourrez également cliquer sur les différents items qui vont vous orienter directement sur le site ursaf.fr. On va commencer du coup par les principes généraux des remboursements au forfait et au réel. Alors, la question que vous vous posez tous, c'est comment être exonéré de cotisations et de contributions sociales. On a donc deux types de remboursements au forfait. Un remboursement au forfait et un remboursement au réel. Alors, pour le remboursement au forfait, l'employeur doit apporter la preuve de l'existence de la situation justifiant le remboursement et également prouver la conformité de l'indemnité à son objet. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que lorsque vous attribuez une indemnité forfaitaire à votre salarié, si c'est une indemnité forfaitaire repas, cette indemnité forfaitaire doit vraiment compenser le fait qu'il y ait une prise de repas et non pas, par exemple, une dépense d'indemnité kilométrique. Autre cas, donc on a le remboursement au réel. Pour ce cas de remboursement, l'employeur doit d'une part apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager des dépenses supplémentaires et d'autre part, il doit produire les justificatifs. Donc, nous avons décidé de mettre en avant les indemnités de télétravail. Donc, lorsque votre salarié est en télétravail, il engage des frais, que ce soit pour son chauffage, son électricité, ça peut être également le mobilier et l'utilisation de ses outils, par exemple comme un ordinateur ou un téléphone portable. Vous pouvez le rembourser de ses frais au réel, donc sur justificatif. Il faudra alors pouvoir justifier le montant des frais engagés par le salarié, mais également la répartition entre utilisation personnelle et utilisation professionnelle. Maintenant, vous pouvez, si vous ne pouvez pas justifier au réel, vous pouvez lui verser une allocation forfaitaire qui sera exonérée de cotisation dans la limite de 10 € par mois pour un salarié télétravaillant un jour par semaine. Cette indemnisation peut être de 20 € par mois pour un salarié télétravaillant 2 jours par semaine, etc. Maintenant, si votre salarié ne télétravaille pas un jour fixe, un nombre de jours fixes par semaine, vous pouvez lui verser une allocation de 2,50 € par jour de télétravail dans le mois.
et cela dans la limite de 55 €. Il faut savoir que ces montants sont les montants de droit commun. Maintenant, si votre convention collective prévoit des indemnités de télétravail supérieures, eh bien l'exonération sera possible dans la limite de ces montants. Également, nous souhaitions aborder donc les frais professionnels concernant les outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, en dehors de la situation de télétravail, si votre salarié utilise son matériel personnel pour son activité professionnelle, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez l'en indemniser. Cela peut concerner donc des biens et des services, aussi bien un téléphone que du matériel informatique ou des consommables, par exemple. Donc, cette indemnisation peut être faite au réel sur justificatif. Dans ce cas-là, il faudra justifier le coût engagé par le salarié et la partie professionnelle par rapport à la totalité des dépenses. Et si vous ne pouvez justifier au réel, eh bien, il y a possibilité de verser une allocation forfaitaire, mais qui ne peut dépasser 50 € par mois. Donc, autre thème assez récurrent, les allocations forfaitaires de repas. Alors là, on est sur 3 conditions d'exonération, et ces 3 conditions sont cumulatives. Donc, il faut que le salarié soit, petit 1, en situation de déplacement professionnel. Petit 2, empêché de regagner sa résidence principale ou son lieu habituel de travail. Petit 3, être contraint de prendre son repas au restaurant. Sur ces allocations forfaitaires de repas, on va rencontrer de nombreux cas particuliers selon les secteurs d'activité. Par exemple, dans le transport, le travail temporaire, la métallurgie ou encore les bâtiments de travaux publics. Ces thèmes-là ne seront pas abordés là, pendant ce webinaire, mais vous pouvez donc aller sur les sites qu'on vous a préconisés tout à l'heure pour avoir plus d'informations sur ces thèmes précis. On va quand même faire un focus sur l'allocation forfaitaire de panier. Là encore, on rencontre des conditions d'exonération qui sont cumulatives. Le salarié doit être en déplacement hors des locaux de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est sur chantier, il est en entrepôt, en atelier extérieur ou encore sur un autre site de l'entreprise. Deuxième point, il doit être empêché de regagner sa résidence principale ou son lieu habituel de travail du fait des contraintes horaires. Et encore, il faut que les circonstances ou les usages de la profession ne l'obligent pas à aller au restaurant. Là, on peut vous donner un petit exemple concret d'une société de bâtiment, par exemple, où on va rencontrer 2 types de populations, des personnes qui se rendent sur chantier et des personnes qui seront sédentaires du type secrétariat. Les personnes sédentaires comme la secrétaire ou le secrétaire qui resteront au sein de l'entreprise ne pourront pas bénéficier de cette allocation de panier. En revanche, la personne qui se rendra sur chantier pourra bénéficier de cette allocation forfaitaire. Dernier point que nous souhaitions évoquer ici, c'est le non-cumul entre les remboursements de frais professionnels et l'application de la déduction forfaitaire spécifique. Donc la déduction forfaitaire spécifique ne concerne qu'un certain nombre d'entreprises, de secteurs d'activité et de métiers. Je vous conseille, si vous souhaitez savoir si vous en faites partie, d'aller consulter lebos.gouv.fr dans lequel la liste complète est répertoriée. Si vous êtes une entreprise donc, qui pratique la déduction forfaitaire spécifique, il est important de mettre au brut l'ensemble des frais professionnels que vous avez remboursés à vos salariés, car il n'y a pas de cumul, sauf exception également que vous pourriez aller voir dans lebos.gouv.fr. Je souhaitais également préciser concernant cette déduction forfaitaire spécifique que ce n'est pas une obligation pour les employeurs qui font partie des secteurs d'activité visés. Donc, ils peuvent choisir chaque année s'ils la pratiquent ou pas, et le choix peut être différent d'un salarié à l'autre. Mais s'ils choisissent de la pratiquer, il faut avoir l'accord des salariés, donc soit par accord collectif, soit demander chaque année l'autorisation aux salariés après lui avoir expliqué les conséquences sur la validation de ses droits. Voilà, donc dernière remarque concernant tous ces frais professionnels, un dernier rappel sur l'importance de garder les justificatifs, donc les justificatifs des coûts donc par le biais des factures pour pouvoir justifier notamment les remboursements de frais réels, mais également concernant tant les remboursements de frais réels que les remboursements de frais professionnels, la totalité des éléments qui permettent de justifier le caractère professionnel des frais.
Donc maintenant, nous allons aborder le thème des frais d'entreprise. Donc, l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à disposition des biens ou des services sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Là encore, on rencontre des conditions cumulatives d'exonération des frais d'entreprise. Il faut qu'ils aient un caractère exceptionnel, qu'ils soient engagés dans l'intérêt de l'entreprise et que ces frais soient exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assigné. Ces dépenses sont engagées par le salarié et elles doivent être justifiées par deux éléments: l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise et la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation et de gestion d'entreprise. Afin de pouvoir démontrer ce caractère professionnel de ces dépenses, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les dépenses engagées étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié. Là encore, on vous refait un point assez important, comme l'a dit Diane tout à l'heure, sur le fait de garder vos justificatifs. Par exemple, pour tout ce qui est facture ou ticket de caisse des achats de matériel ou de cadeaux, bien penser à garder votre facture, mais également à notifier la personne qui a été bénéficiaire du cadeau et le pourquoi du comment elle a perçu ce cadeau. Pour tout ce qui est frais de repas d'affaires, conservez les pièces comptables attestant la réalité du repas d'affaires, la qualité des personnes qui ont participé et enfin le montant de la dépense. Pour finir, par rapport aux frais de déplacement et séjour liés à la participation des actions de formation professionnelle, il faut conserver le plan de formation ou les documents attestant que la formation répond à une obligation légale ou conventionnelle. Voilà, je vais à présent vous laisser en compagnie de Mégane et Pierre qui vont répondre à certaines de vos questions concernant les thèmes abordés. Bien sûr, ils ne pourront pas répondre à toutes les questions, mais toutes les questions recevront une réponse et vous recevrez avec le support de ce webinaire l'ensemble des questions et des réponses. Eh bien, l'étape suivante, effectivement, comme l'a annoncé Diane, c'est les questions-réponses. Donc, on a sélectionné plusieurs questions que vous nous avez envoyées préalablement et qui reflètent votre intérêt par rapport au sujet qu'on a développé. Et la première question qui revenait, c'était justement l'indemnité de télétravail, ce que vous pouvez verser à vos salariés qui sont en situation de télétravail. Eh bien, on rappelle qu'il y a deux modes de remboursement, deux façons de verser les indemnités de télétravail, au réel ou au forfait, voire un mix des deux. Donc, de façon forfaitaire pour tous les frais liés au télétravail, c'est-à-dire le logement, l'électricité, le chauffage, les frais d'abonnement, l'utilisation du matériel personnel, etc. Vous pouvez verser une indemnité de 2,50 € par jour de télétravail ou 10 € par mois si ça correspond à un jour de télétravail par semaine qu'on décline jusqu'à 5 jours de télétravail par semaine pour arriver à une indemnité maximale de 50 €, 55 € même. Donc, ça, c'est l'indemnité forfaitaire qui couvre tous les frais liés au télétravail. Mais vous pouvez verser aussi une indemnité de 50 € pour compenser l'utilisation professionnelle des outils personnels du salarié, donc son téléphone portable ou son ordinateur portable. Étant précisé que cette indemnité de 50 € n'est pas cumulable avec l'indemnité de 2,50 € qui se décline aussi en 10 ou 20 €, etc. Il y a également une solution mixte, c'est que vous pouvez verser cette indemnité de 50 € pour l'utilisation professionnels des outils personnels de NTIC, Nouvelles Technologies d'Information et des Communications, avec le remboursement de certains frais réels pour les équipements. Par exemple, pour le mobilier, si votre salarié a besoin d'acheter un fauteuil de bureau, vous pouvez le rembourser au réel, mais ce remboursement au réel est limité à 50%. Ou pour les frais divers de local, vous pouvez également basculer sur le réel pour la quote-part que représente la pièce utilisée à des fins professionnelles dans ce logement. Si cette pièce fait 1/10 de la superficie totale du logement, vous pouvez donc lui rembourser 1/10 de sa prime d'assurance, 1/10 des frais de chauffage, etc. Donc voilà les deux solutions concernant les indemnités de télétravail. Alors, autre question qui nous est revenue aussi, c'est pour les titres restaurants. Est-ce que les titres restaurants sont accordés aux salariés en situation de télétravail ? Est-ce que le versement de titres restaurants est obligatoire lors du télétravail? Et comment je gère mes titres restaurants? Donc la réponse est la suivante, c'est que l'article du Code du travail L 1222-9 nous précise que les salariés en situation de télétravail ont exactement les mêmes droits qu'un salarié classique. Donc à ce titre, vous ne pouvez pas les priver de titres restaurants. Donc ils ont droit au titre restaurant comme un salarié ordinaire. Les conditions ont été évoquées précédemment. Il faut que leur journée de travail et la pause repas soient comprises dans leur journée de travail. Et c'est un titre restaurant par journée de travail.
Autre question que nous avons pu avoir, c'est de faire un rappel sur ce qu'on vient de dire sur les véhicules 100% électriques. Alors, donc, on va vous donner quelques points clés à retenir pour rester assez simple. L'évaluation de l'avantage en nature ne tient pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule. Ainsi, dans le cas d'un calcul de l'avantage en nature au forfait, il convient de ne pas prendre en compte les frais d'électricité. Pour précision, la non prise en compte des frais d'électricité ne concerne que les véhicules qui sont exclusivement électriques, ce qui veut dire que les véhicules hybrides ne sont pas concernés. Autre point clé, l'avantage en nature se calcule après application d'un abattement de 50% dans la limite de 1 800 € par an. Et enfin, lorsqu'un employeur met à la disposition d'un salarié une borne de recharge de véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, l'avantage en nature découlant de l'utilisation de cette borne à des fins personnelles est évalué à 0 € et ça, ce sera jusqu'au 31 décembre 2022. Autre question qu'on peut regrouper, est-il possible de bénéficier d'un avantage en nature véhicule alors que le salarié est en télétravail? Ou autre façon de voir les choses, est-il possible de supprimer l'avantage en nature véhicule lorsque le salarié est en télétravail? Donc là, petit rappel, le véhicule qui est laissé à disposition permanente, dit véhicule de fonction, est un avantage en nature qui est réintégré dans le salaire brut du salarié. Ce qui veut dire que par conséquent, il constitue un élément de rémunération. Or, la rémunération ne peut être modifiée sans l'accord du salarié. La situation de télétravail n'a donc pas d'impact sur le contrat de travail du salarié et par conséquent, si un avantage en nature véhicule a été instauré contractuellement et que le véhicule peut être utilisé pour des déplacements privés, alors l'avantage demeure inchangé. Enfin, il n'est pas possible de supprimer un avantage en nature véhicule en raison de la situation de télétravail du salarié. Alors, une question qui nous a été posée, c'est de savoir si on pouvait conserver les justificatifs, notamment de frais, de façon dématérialisée. Donc la réponse est oui, mais il faut respecter les mesures fiscales, les préconisations fiscales qui sont disponibles sur le site Légifrance, et dans le support qui vous sera communiqué, on vous mettra le lien pour avoir les exigences fiscales quant à cette possibilité de faire. Autre question aussi, avec le télétravail, les abonnements de transport public, est-ce qu'ils ont toujours lieu? Est-ce que c'est toujours possible de rembourser les abonnements de transport en commun pour les salariés en situation de télétravail? Donc la réponse est oui. Si le salarié a acquitté son abonnement habituel, qu'il soit mensuel ou annuel, eh bien vous, employeur, vous êtes tenu de rembourser les 50%, quand bien même le salarié était en situation de télétravail. Et si votre salarié n'a plus recours à son abonnement habituel, il y a deux possibilités. Soit vous le remboursez toujours 50% de son abonnement qui est venu sur une fréquence moindre, que ce soit des tickets au coup par coup ou un abonnement mensuel, ou soit vous optez pour le forfait mobilité durable de 500 € par an qui permet de prendre en charge l'achat de billets de transport en commun à l'unité. Et vous retrouverez toutes ces précisions sur notre site URSSAF ou sur le site boss.gouv.fr. Il est temps maintenant de nous quitter et de vous remercier pour votre attention et de votre participation. Donc, en effet, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Si celui-ci vous a plu, on vous invite à répondre aux questions de satisfaction qui va vous être envoyées afin voilà, de savoir si tout ce webinaire vous a plu. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur de prochains webinaires. On vous remercie. Au revoir à tous.